Salut tout le monde, c'est Axel le Troll. Vous connaissez Pokémon? Bon, si vous connaissez pas Pokémon, c'est que vous vivez dans une grotte depuis 30 ans, mais ça me donnait une intro pour mon épisode, j'avais pas d'inspiration, donc j'ai trouvé ce que j'ai pu. Bref, tout ça pour introduire le sujet. Pokémon. C'est un univers assez différent du nôtre, où à la place des animaux, ils ont des bestioles qu'ils vont capturer dans la nature en se servant de balles un peu plus grosses que des boules de pétanque. Et c'est le thème d'aujourd'hui, les Pokéballs. Vous savez bien sûr de quoi il s'agit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'elles fonctionnent? Non? Dans ce cas, je vais vous expliquer ça. Générique. Then boom, and then to the intrusion. As you hit the resolution of the universe, the strands of its fabric, the tiniest fragment, the Planck length. Past that, gravity becomes fallacy. Try contrasting that with the galaxies, and to grasp the huge magnitude of the universe, it's unimaginable. But let's try anyway. If that insane length was one... Alors pour commencer, il faut savoir qu'il existe déjà plusieurs théories concernant le mode de fonctionnement de ces Pokéballs. Pour commencer, il va nous falloir définir une liste de vérités concernant les Pokéballs, et à partir de cette liste, on pourra définir quelles théories sont valides, et surtout, lesquelles ne le sont pas. Voici donc la liste que je vais établir. Alors bon, la dernière phrase peut sembler assez évidente, mais elle est là pour une bonne raison. Maintenant qu'on a tout ça, on peut commencer à détruire les autres théories. La première théorie, elle consiste à imaginer que le Pokémon est compressé directement dans la Pokéball. Vous pourriez penser que cette théorie ne marche pas parce que c'est impossible de compresser une tonne de Groudon dans une boule de pétanque. Et c'est faux. Dans l'univers, on trouve des choses bien plus denses. Par exemple, une étoile à neutrons, c'est un astre qui contient la masse d'au maximum 3 soleils dans une sphère de 25 km de diamètre. 25 km de diamètre, c'est pas grand chose. Combien ça pèse ce bazar? Eh ben, pour donner un exemple, dans 1 cm3 de ce genre d'astre, on peut caser 1 milliard de tonnes. Donc dans 1 cm3, on pourrait caser 1 milliard de Groudon. Et cette Pokéball a un volume bien supérieur à 1 cm3. Alors est-ce que cette théorie elle est valide? Non. Parce que nous sommes faits, comme les Pokémon, d'atomes, eux-mêmes faits d'un noyau de protons et de neutrons, avec des électrons qui tournent autour. Oh, un atome de proton. Ferme-la Ulysse. Or, le noyau est beaucoup plus petit que l'atome entier. Et si les étoiles de neutrons sont si denses, c'est parce qu'elles sont constituées presque exclusivement de neutrons compactés les uns contre les autres. Or, si la Pokéball peut éventuellement désintégrer les atomes du Pokémon et en faire une soupe de neutrons, le Pokémon ressortirait sous forme de soupe de neutrons et pas sous forme de Pokémon. De plus, des Pokéballs fonctionnant de cette manière pèseraient le poids du Pokémon. Et si se trimballer un Pikachu à la ceinture, c'est peut-être envisageable, un combat qui fait appel à un Groudon, ça se déroule rarement comme ça. La deuxième théorie, c'est que la masse du Pokémon est convertie en énergie selon la formule E égale mc². Vous connaissez tous cette formule, mais ce qu'elle veut dire... Je vous épargne la recherche. Ça veut dire que la masse d'un objet en kilogrammes fois la vitesse de la lumière au carré en mètres par seconde, soit 299 792 458 mètres par seconde au carré, est égale à une quantité d'énergie en joules. Oui, cette théorie est commode et beaucoup de gens l'adoptent. Le Pokémon serait converti en énergie et cette énergie serait conservée dans la Pokéball avant de retourner à l'état de masse lors des combats. Et les éclairs blancs et rouges sortant de la Pokéball seraient justement cette énergie. Le Pokémon peut rentrer et sortir de la Pokéball, l'énergie ne pèse rien. Du coup, la théorie est validée? Non, à cause des deux derniers points. De 1, je doute qu'en étant converti en énergie, vous soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Et de 2, vous détruisez tout. Et ouais, la formule E égale mc² sur laquelle se base cette théorie la détruit. Comme je vous l'avais dit, on multiplie la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et 299 792 458 au carré, c'est un nombre colossal. 1 gramme de matière dégagerait, sous forme de lumière, l'équivalent d'une bombe d'Hiroshima et demi. Un Pikachu de 6 kg dégagerait un peu plus d'énergie que la bombe Tsar, la plus puissante des bombes nucléaires jamais testées, qui a quand même tout détruit dans un rayon de 300 km. Et le Groudon primordial d'une tonne, il dégagerait une énergie équivalente à 170 bombes Tsar. En faisant sauter une bombe nucléaire de cette puissance à Paris, vous rayez toute la France et une bonne partie de l'Allemagne et du Royaume-Uni de la carte, ainsi bien sûr que la Suisse. Vous imaginez si une Pokéball venait à se casser? Maman regarde. J'ai trouvé un Pikachu. Oh mince. Non, c'est mieux pour tout le monde que les Pokéballs ne marchent pas comme ça. Mais alors comment elles fonctionnent? Eh ben c'est assez simple. Si le poids des Pokéballs n'augmente pas quand le Pokémon y est, ça veut dire une seule chose, il ne s'y trouve pas réellement. Quand on se sert de la Pokéball, le Pokémon est transporté ailleurs. Téléporté? Non, parce que même s'il était possible de transporter le Pokémon à la vitesse de la lumière, il posséderait une énergie cinétique infinie. Et je vous laisse imaginer la température de l'air si un objet possédant une énergie infinie s'y déplaçait. Le plus simple serait de le
Trou de verre isé. Trou de verre isé, gazé. Pour commencer, trou de verre isé n'a rien à voir avec pulvérisé. Dans les faits, ce mot il n'existe même pas et je viens de l'inventer. Dans le dictionnaire axolotl, vous trouverez que ce mot signifie transporté par trou de verre. Et vous n'êtes pas plus avancé. Un trou de verre, c'est quoi? Une maladie des vers de terre? Là encore, je vous épargne les recherches. Un trou de verre, c'est ça. C'est exactement ce que vous venez de voir. Une distorsion permettant de relier un point de l'espace à un autre, voire même de relier deux points du temps et deux univers parallèles. Notons que, dans notre monde à nous, les trous de verre sont des objets hypothétiques et qu'on ne les a pas encore observés, mais qui sont théoriquement possibles. Et il existe, théoriquement, 3 types de trous de verre. Le trou de verre de Schwarzschild, qui est généré par un trou noir, et qui est donc infranchissable. C'est pas celui qui nous intéresse. Le trou de verre de de ce gars-là, franchissable, mais dans un seul sens, et vu que la bestiole peut entrer et sortir de la Pokéball, c'est pas celui-là non plus. Et le dernier, le trou de verre de Lorentz, à masse négative, franchissable dans les deux sens. Et vu que la bestiole peut entrer et sortir de la Pokéball, c'est celui-là qui va nous intéresser. Du coup, voilà comment se passerait une capture. Pour commencer, la Pokéball générerait le trou de verre grâce à de la masse négative ou de l'énergie négative vu que E égale mc carré. Du coup, la Pokéball contient le mini trou de verre. Elle s'ouvre, de l'énergie négative en sort, module le trou de verre pour transporter le Pokémon, puis le réabsorbe. Ok, mais quels sont tes arguments? Justement, j'en ai plein. Comme le Pokémon peut entrer et sortir de la Pokéball, la théorie du trou de verre ne contredit pas ces points. Et de plus, le fait que le Pokémon ne soit pas vraiment dans la Pokéball permet au dresseur de la soulever. Certes, cette Pokéball peut aspirer d'autres choses que les Pokémon, mais les gens qui fabriquent les Pokéballs ont sans doute mis un système d'analyse d'ADN sur la Pokéball pour qu'elle scanne les choses qu'elle va aspirer, et n'absorbe que les Pokémon, et non les humains ou les immeubles. Quels arguments j'ai en faveur de cette hypothèse sur un analyseur d'ADN? Mewtwo a créé ses propres Pokéballs. Elles n'obéissent donc pas aux lois fixées par les fabricants. Et comme par hasard, ces Pokéballs peuvent attraper d'autres choses que les Pokémon, par exemple d'autres Pokéballs. Et pour expliquer le fait que le Pokémon puisse s'échapper, si le Pokémon lance une attaque sur les systèmes de gestion de la Pokéball pendant le transfert, ça pourrait peut-être corrompre le système et inverser la procédure. Argument: comme on peut le voir dans cet extrait, la Pokéball court-circuite avant d'exploser, sous l'influence d'une attaque puissante lancée par Mewtwo. Une attaque moins puissante pourrait sans problème inverser le processus sans pour autant détruire la Pokéball. Et comme le trou de verre subsiste dans la Pokéball, bien qu'à un état tout petit, le Pokémon pourrait entendre ce qui se passe de l'autre côté. De plus, cette méthode ne détruit pas des villes entières. Là, vous allez probablement me dire que c'est trop tiré par les cheveux, que ce que je viens de dire montre juste que la théorie est cohérente sans envoyer de vrais arguments, que j'ai pas répondu à la question des noix grumes, et que des objets théoriques qui donnent à certains scientifiques l'envie de s'arracher les cheveux n'ont rien à faire dans un jeu ou une série conçue à la base pour les enfants. J'avoue que les noix grumes m'ont bien fait galérer pour trouver une explication. Mais les arguments arrivent. Grâce aux 2 films Pokémon suivants. Giratina, le gardien du ciel, et Zoroark, le maître des illusions. Vous voyez ce que vous m'obligez à me taper pour faire mes théories? Intéressons-nous d'abord au premier film. Voici grosso modo le scénario de Giratina et le gardien du ciel. Attention, ça va aller vite. Dans un monde parallèle, le monde Distorsion vit Guardian. Ce Pokémon a le pouvoir de voyager entre le monde Distorsion et le nôtre. Après, il y a tout un tas de trucs avec les héros et les personnages secondaires qui ne nous intéressent pas pour cette théorie, et on apprend que Zero, le méchant, veut avoir le pouvoir de Giratina pour pouvoir voyager entre le monde normal et le monde Distorsion, et il a pour cela une monstrueuse machine volante qui donnerait envie aux concepteurs d'avions de s'arracher les cheveux tellement ce truc n'est pas censé voler, et après il se passe plein d'autres trucs qui nous intéressent pas. Maintenant que vous êtes au point, vous dites sûrement: ok, mais c'est quoi le rapport? Giratina peut voyager entre le monde Distorsion et le monde normal. Le monde Distorsion étant un univers parallèle et le monde normal, le monde normal. Et qu'est-ce que je vous avais dit sur les trous de verre? Qu'ils peuvent relier 2 univers parallèles. Maintenant, regardez. Le premier qui me dit que ça, c'est pas un trou de verre, je vais chez lui et je le jette par la fenêtre. Maintenant vous êtes en mode: ok, maintenant on sait qu'il y a des trous de verre dans Pokémon, mais c'est toujours pas lié avec ton histoire de masse négative. J'y viens. Une autre propriété intéressante de la masse négative, c'est de générer de l'antigravité. Donc si Giratina peut générer de la masse négative, ça explique comment il vole avec des ailes qui sont tout sauf adaptées pour voler. Et la partie intéressante. Si Zero a fait des recherches sur comment accéder au monde inversé, il a fait des recherches sur la masse négative, logiquement. Je dis ça comme ça, mais si ma théorie est inexacte, c'est pas une grosse coïncidence que le gars qui a fait des recherches sur les trous de verre permettant de passer d'un monde à l'autre et carburant à la masse négative possède justement un vaisseau spatial qui n'obéisse pas à la gravité? À moins qu'on considère que ces machins ne sont en fait remplis de matière possédant une masse négative. Grâce à cette simple mais efficace observation, on déduit 2 choses. Les trous de verre à masse négative existent dans Pokémon, ou alors ça fait vraiment beaucoup de coïncidences,
et les humains sont en bonne voie de les maîtriser et peuvent donc faire des Pokéballs marchant avec. Mais les Noagrumes, t'en as toujours pas parlé. Effectivement, c'est vrai, personnage à la voix ridicule, mais j'ai pas encore parlé du deuxième film non plus. Dans Zoro Arc-Maître des Illusions, nous rencontrons Celebi, petit Pokémon volant de type plante et psy. Hilarant Smile, le vrai psy maintenant. Et si Giratina voyage entre les dimensions, Celebi voyage dans le temps, une autre utilisation des trous de verre, vous vous souvenez? Et comme Giratina, Celebi vole en possédant des ailes totalement inadaptées pour voler. Celebi peut donc probablement produire de la masse négative lui aussi, pour faire ses trous de verre et voler. Or Celebi est de type plante. Voyez où je veux en venir? Si un Pokémon de type plante peut créer de la masse négative, une plante devrait pouvoir en faire autant. Après tout, quand vous comparez certains Pokémon de type plante à des plantes qui existent... Voilà pourquoi les Noagrumes sont utilisées comme base pour les Pokéballs. Elles sont source de masse négative. Et voilà, cette théorie a l'avantage de satisfaire toutes les affirmations présentées au début de la vidéo et d'être autocohérente. De plus, elle... Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Humain, tu dis n'importe quoi. Observe. Si je place une ligne de temps, on voit que Zero a commencé ses expériences après l'invention des Pokéballs et que pourtant il ne maîtrisait pas cette technologie. Donc les humains utiliseraient tous les jours une technologie qu'ils n'ont jamais maîtrisée. Mais c'est pas faux. Ça veut dire que les humains ne savent pas comment fonctionnent les Pokéballs. Ça veut peut-être juste dire que ta théorie est nullissime. Non, réfléchis bien. Avec ou sans trou de verre, les humains possèdent une technologie qui permet de transporter un objet dans un volume minimal en annulant sa masse. Déjà, ne fais pas croire que tu peux développer ce genre de technologie avec des ordinateurs comme ceux-là. Et puis en plus, s'ils maîtrisaient la technologie, ils devraient l'avoir déclinée en plein d'autres choses que des Pokéballs. Par exemple, un transporteur de meubles pour les déménagements qui remplacerait avantageusement les camions de déménageurs. Or, dans certains jeux, on peut voir que ce sont des machoppers qui s'occupent de transporter les meubles lors d'un déménagement. S'ils ne le font pas et que les Pokéballs sont assez bon marché pour être achetés par un gamin, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas leur technologie, mais qu'ils en ont plein. Ça veut donc dire que ce ne sont pas les humains qui fabriquent les Pokéballs. Mais alors d'où est-ce qu'elles viennent vu que c'est les humains qui possèdent les usines? J'ai une idée. Étant donné que si j'y répondais maintenant, l'épisode serait bien trop long, je vous propose de vous retrouver dans la partie 2 de cet épisode qui aura pour thème l'origine des Pokéballs. À la prochaine!